Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Namuka pour cette 22e entrevue avec une Twitch. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement les vidéos podcast des entrevues avec une Twitch qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Namuka et à l'occasion desquelles nous recevons la Twitch qui répond à ces questions, toujours la même, notre amie la Major Ilialana. Bonjour Ilialana, comment ça va aujourd'hui ? Eh bien bonjour. Ça va, comme d'habitude, ça va, toujours tout bien. Alors nous sommes toujours dans cette configuration d'enregistrement qui se font comme ils le peuvent en fonction un peu des circonstances, avec des horaires un peu décalés. On essaye de rester plus ou moins entre nous. Bon, les auditeurs ne le sentent pas évidemment, mais enfin en ce qui nous concerne, on essaie de rester à peu près fidèle à un créneau particulier pour qu'Iliana puisse de manière récurrente être présente au studio à l'heure dite. Donc, est-ce que ça s'est bien passé pour vous ? Il n'y a pas eu de problème, Iliana ? Est-ce que vous seriez susceptible éventuellement de manquer un rendez-vous potentiellement ? Je demande ça dans la perspective des enregistrements à venir pour nos amis qui nous écoutent. Non, je n'ai eu absolument aucun problème aujourd'hui. Je ne sais pas si dans l'avenir, normalement ça devrait aller. Il peut y avoir des impondérables. Ça, c'est un peu plus aléatoire que ça l'était avant. Mais enfin, normalement, si on se tient à ce format-là, ça devrait pouvoir se faire sans problème. De toute façon, la Prakanda Namuka tient beaucoup à ses enregistrements et bon, c'est un peu à moi de m'aligner. Alors, je sais que j'ai d'autres responsabilités ailleurs, mais enfin, je fais les efforts pour et normalement, ça devrait très bien se passer. Voilà. Eh bien, tant mieux, j'en suis absolument ravi. Alors, pour cette 22e entrevue, j'ai sélectionné 5 intervenants. Enfin... 5 ? Mais d'habitude, c'est 4. On n'arrive déjà pas à s'en sortir avec 4, vous en rajoutez une de plus. Oui, si, ça va bien se passer, vous allez voir. Elles sont pas forcément... elles nécessitent pas forcément des réponses très longues, donc du coup, j'essaie d'en passer un maximum parce que... on nous en envoie de plus en plus, donc voilà, donc quand on peut, bien on le fait. Alors, sans transition et pour éviter de perdre un temps inutile, j'attaque immédiatement, avec votre permission, Iliana, on y va ? Ah, moi je suis prête, je vous attends. Je m'étonne que ce n'est pas encore déjà commencé. Ah ben voilà, eh bien alors on y va. Alors, première question de Maude. Bonjour, je vous suis depuis des années dans l'ombre. Ah... On ne fait pas les vidéos podcasts depuis des années, donc il s'agit peut-être d'autre chose. Là, j'ose me lancer. Merci pour tout ce que vous faites et nous apportez. Pourquoi le Hierodarque n'a pas fait de vœux pour cette nouvelle année ? Cela nous aurait fait beaucoup de bien et nous aurait remotivés et apaisés. Est-ce que les Dwiches tutélaires nous observent ? Est-ce qu'elles nous voient ? Nous entendent par la voix ou la pensée? Est-ce qu'elles nous entendent penser, même si on ne s'adresse pas à elles ? Ouais, ça fait beaucoup de questions pour une question. Alors, Iliana, on peut dire quoi ? Concernant la première question, c'est peut-être de répondre éventuellement. À moi ? Quelle drôle d'idée, pourquoi je répondrais ? Moi, je ne suis pas là pour répondre, moi je suis là pour questionner. Voilà, je réponds à aucune question. Personne n'obtiendra rien de moi, pas plus vous que quelqu'un d'autre. Donc non, vous ne saurez rien. Non, c'est vous qui répondez. Ah bon, d'accord. Alors pourquoi le Hierodarque n'a pas fait de vœux cette année ? Il faudra lui demander. Vous vous en sortirez pas comme ça. Non, allez, sérieusement. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de vœux ? Vous le savez, vous connaissez la réponse. Eh bien, je crois que je connais la réponse. Ah bah c'est très bien, on se contentera. Alors, pourquoi ? Eh bien, je dirais dans un premier temps que c'est dû à... Peut-être, enfin, c'est comme ça que je le sens. Dû à l'instabilité relative de la situation. C'est vrai que... au point où on en est, adresser des vœux, alors des vœux déjà, enfin oui, mais pourquoi ce moment-là plus qu'un autre, dans la mesure où la notion d'année déjà est... Bon, une année reste une année, ceci dit, quoi qu'il arrive, on est bien d'accord.
Enfin, comment dire ça? Oh, c'est difficile de répondre à la place de quelqu'un d'autre. Euh, enfin, disons que la raison majeure, c'est que il y a une volonté de, malgré tout, de présenter des vœux à l'occasion d'un autre jour de l'an que celui du calendrier civil. C'est-à-dire que nous sommes tellement passés au-delà de, de ce qui fait la comptabilisation du temps administratif propre à l'ennemi, qu'il y a effectivement peut-être ce désir de surprendre un peu en adressant des vœux à un autre moment qui correspond à une nouvelle année également. Alors, il y a plusieurs choix possibles. Il y a la possibilité de les présenter potentiellement au jour de l'équinoxe de printemps, parce que c'est le premier jour du renouveau d'une année sidérale propre à la nature, je dirais, ou alors le premier jour de l'an de l'âge de diamant, ce qui porterait beaucoup plus de sens et qui se rapporterait au 28 mai. D'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Hein. Donc voilà, je pense que c'est l'essentiel. C'est vrai que la situation est tellement instable. Présenter des vœux dans un contexte qui ne perdurera pas pour quelque chose qu'on ignore, c'est un peu... bon, ça fait un peu aléatoire, c'est un peu artificiel. Alors que là, ça aura beaucoup plus de sens. C'est une manière de marquer le coup aussi au niveau du calendrier archimagistériel, donc propre au nouveau paradigme. J'ai bien répondu. Mais vous répondez toujours bien, Iliana. Toujours bien. Alors, bon, ça, ok, c'est bon pour ça. Maintenant, qu'en est-il de la seconde, ou enfin des questions suivantes à savoir, je vous le rappelle, est-ce que l'Edwige tutélaire, donc l'Edwige qui au subtil accompagne les âmes incarnées, observe, entre parenthèses, est-ce qu'elles nous voient, nous entendent par la voix ou la pensée, est-ce qu'elles nous entendent penser, même si on ne s'adresse pas à elles? Bon, ça, pour le coup, c'est dans votre domaine de compétence. Alors, oui, davantage déjà, effectivement. Euh, alors, est-ce que les diges tutélaires nous observent? Ben oui, complètement. Les diges tutélaires sont là pour, quelque part, faire une présence tampon entre la route du destin qui arrive quand même vite vers les âmes et les âmes elles-mêmes qui sont sur cette route mais qui ne voient pas forcément les choses arriver de façon si évidente. Hein. Imaginez un automobiliste au volant d'une Ferrari complètement myope et sans lunettes. Ouais, la vie, c'est un peu ça quelque part. C'est quand même très aléatoire et un peu risqué. Donc les tutélaires sont là pour temporiser, disons, les événements, protéger, conseiller, etc. Alors conseiller l'âme, c'est une chose, conseiller la personnalité, c'en est une toute autre. Là, en l'occurrence, les guides tutélaires n'ont pas pour vocation de conseiller la personnalité, conseiller le mental, conseiller la conscience de veille. Ça non. C'est uniquement l'âme. Alors, il est quand même conseillé de la part des guides justement de travailler, enfin conseiller aux âmes, de travailler leur connexion avec le corps physique maintenant que cette possibilité de connexion est quand même franchement rétablie depuis que l'ennemi avait tout fait pour couper cette relation-là, quitte à laisser l'âme complètement dans l'incapacité d'affluer en quoi que ce soit sur le corps. Ça s'est beaucoup vu. Bon, ça c'est une question qui a été résolue depuis longtemps. Donc il y a tout un travail d'assistance de l'Edwige tutélaire aux côtés des âmes, destiné à faire en sorte que les âmes apprennent à eh bien affluer sur le corps qui les incarne. Une âme peut voir à travers le regard de la personnalité. La personnalité ne peut pas voir à travers le regard de l'âme. C'est unilatéral. Enfin, en principe, tant que l'âme n'est pas réalisée, n'a pas gagné ce qu'on appelle, ce que la tradition appelait l'illumination spirituelle. Encore qu'il y ait énormément de
de contre-vérités qui circulent et de légendes qui circulent à ce sujet. Enfin, ça c'est un autre problème. Donc oui, la Dige tutélaire voit ce qui se passe, elle voit l'âme, elle voit le corps, elle conseille l'âme et elle donne parfois les ressources à l'âme pour se faire entendre de la part de la personnalité. La possibilité du corps humain de capter une fréquence subtile peut lui permettre d'entendre la Dige également. Ça aussi. On peut les gens un peu sensitifs, un peu fins en termes de perception peuvent sentir ou entendre, ça dépend comment ça se manifeste. Ça peut être par image, par symbole ou auditivement, pourquoi pas, pour les gens qui sont plus particulièrement clairaudients. Voir, c'est quand même plus rare, mais ça s'est beaucoup présenté chez les enfants surtout de la dernière génération. Ils sont beaucoup plus fins que leurs aînés. Comme ça, j'ai toujours fait de toute manière. Donc oui, il y a une forme de coparticipation de la gestion du quotidien, mais en haut, placée en haut. C'est pour ça que l'information de l'existence des tutélaires est importante quelque part au niveau de la personnalité pour qu'elle puisse s'aligner correctement sur sa fréquence haute correspondant à l'âme, laquelle, si elle est à l'écoute de la Dige, qui n'arrive pas toujours, il y a des âmes qui ne veulent rien savoir, la Dige hurle à l'oreille, l'âme elle-même, pas la personnalité, l'âme se bouche les oreilles, j'ai rien entendu, je ne veux rien entendre, je fais ce que je veux. Bon, la tutélaire n'a pas l'autorité pour forcer l'âme à entendre. Elle ne veut pas entendre, elle n'entend pas, c'est tout, tant pis. Mais pour les âmes qui sont quand même bien disposées, qui sont contentes d'avoir un avis quand même éclairé dans une situation complexe qui est celle d'aujourd'hui, peut-être certainement davantage qu'elle l'était hier, là c'est une aide précieuse. Et le fait que la tutélaire voit ce que voit l'âme, et la capacité de voir ce que la personnalité voit, de saisir ce que la personnalité comprend, on peut dire que c'est un accompagnement qui est quand même extrêmement précieux. Et pour le permettre, en effet, la Dige voit, elle observe, et voilà, elle fait corps quelque part avec l'âme, dans des tandems qui se passent très bien et qui sont constructifs, en effet. Alors, c'est plus que de l'observation, là, elle est vraiment, la tutélaire est à côté et vit en même temps que vous, ce que vous vivez, pour le coup. Alors, est-ce que les tutélaires toujours entendent l'âme, ou la personnalité plutôt, l'âme, oui, forcément, c'est une évidence, parler le corps, oui, tout ce qui est, je veux dire, là, au niveau du plan subtil, qui est quand même relativement là à ce niveau sur lequel se placent les tiges tutélaires, c'est relativement proche du plan physique. Je reprends éternellement cette image de passer derrière le voile, derrière le rideau, un pas de côté, hop, on pourrait la voir. C'est très ça, elle est vraiment à côté, mais le mental ne perçoit pas. Si le mental pouvait percevoir en 3 dimensions, comme il est censé le faire, comme on dit qu'il le fait, ce qui n'est pas le cas, disons que les gens pourraient voir la tutélaire à travers une espèce de voile qui se superpose au champ de vision, à la vision en profondeur. Enfin, c'est assez... Moi, je vois ce que ça fait. C'est difficile de décrire à quelqu'un qui ne le perçoit pas. Enfin, tout ce qui est mode de manifestation de la personnalité est perçu par la tutélaire. Et lorsque quelqu'un plante un clou et se tape le marteau sur le doigt, le taper sur le clou, et qu'il y a toute une série d'injures, alors oui, effectivement, ça aussi, elles entendent par exemple. Donc, bon, voilà. Mais ce qui est surtout intéressant au niveau de l'assistance, apporté par les tiges tutélaires, c'est que lorsque vous êtes en groupe, lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous êtes dans une relation potentiellement difficile ou facile ou agréable ou désagréable, peu importe, il ne faut pas oublier, c'est quand même intéressant de l'avoir présent à l'esprit, ça peut aider, ça fluidifie un peu le passage, disons. Ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que la personne que l'on a en face de soi a aussi sa tutélaire à côté de lui ou d'elle, et que
dans un cas de difficulté, vous pouvez faire appel à votre tutélaire pour qu'elle se mette en contact. Bon, elle le fait de toute façon, mais enfin, disons, appuyez votre demande pour que les deux tutélaires prennent en relais la gestion de cette relation, hein, si elle est difficile par exemple, si vous avez besoin d'assistance, afin que l'autre soit soumis à l'influence de sa propre fiche tutélaire, de manière à vous faciliter le passage si c'est difficile. Évidemment, si c'est vous qui faites si c'est vous qui deviez faire potentiellement en faire baver à la personne en face de vous, là évidemment la situation serait un peu inversée. Enfin, il est quand même intéressant de garder présent à l'esprit qu'à partir du moment où vous êtes en interrelation avec des gens, eh bien ces gens ont leur propre tutélaire et que si vous êtes droit dans vos bottes et que vous êtes évidemment consciente que eh bien, il se passe quelque chose à ce niveau-là en arrière-plan, vous pouvez envoyer une pensée qui sera évidemment immédiatement perçue et gérée de la meilleure façon possible compte tenu du contexte. Alors vous n'obtiendrez pas un retournement de situation systématique, ça peut arriver, mais c'est pas systématique parce qu'il y a peut-être des événements auxquels vous devez être confronté pour pouvoir comprendre, apprendre et avancer. Toute expérience, surtout désagréable, n'est pas annulée du champ de possibilité de l'âme incarnée ou de la personnalité en l'occurrence pour que l'âme puisse en recueillir les bénéfices, tout simplement parce que ce sont des sources d'enseignement extrêmement précieux. Mais rien dans ce cas-là, en principe, ne peut vous échapper en termes de résultats concrets, efficaces et pédagogiques. Je veux dire, ça ne va pas dériver jusqu'à vous mettre dans des situations impossibles. Non, vous êtes quand même dans un cadre protégé, justement. Hein. Ce cadre est éternellement balisé. Quelle que soit la situation, il y a toujours cette notion, ce dénominateur commun du balisage, pour éviter que ça aille trop à droite, trop à gauche, trop en haut, trop au-dessus, pour éviter les trop. Maintenant, vous avez champ libre entre ces balises. Elles sont espacées quand même, hein, c'est pas exigu. Mais vous aurez une protection, une attention particulière, même dans des situations à risque, évitant les situations pénibles qui ne servent à rien. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Donc, oui, la Dvij est absolument consciente de tout ce qui se passe dans votre vie. Tout ce qui se passe. Sans la moindre exception. Elle est consciente de tout ce dont vous êtes consciente et également de tout ce dont vous n'êtes pas consciente. Ce qui se passe en arrière-plan. Dans la psyché, dans l'inconscient, dans le subconscient, dans les mémoires résiduelles. Elle perçoit les pensées du double, etc. Tout est perçu. Mais, sans jugement. Jamais de jugement de l'âme. Jamais. Et bien voilà qui est complet comme réponse. J'espère que Maud en sera satisfaite. Donc il y a une deuxième question de sa part. Si nous devons attendre que la population soit éveillée pour passer le cap du basculement, je suppose, cela peut prendre plusieurs années. Pourquoi ne pas divulguer plus largement les informations, vu que vous avez la main mise sur les médias et vu ce qu'ils racontent, on se demande si c'est vraiment le cas. Désolé si je vous offusque. Et pourquoi ne pas faire comme un pansement, on l'enlève en tirant un coup sec, ça fait mal sur le moment, puis la douleur passe vite. Merci pour tout. Je suis de tout cœur avec vous. Ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Je pense que vous aurez de quoi en dire quand même là-dessus. Alors oui, en effet, il y a des choses à répondre à ça. Non, alors vous ne m'offusquez pas du tout. Je comprends parfaitement. Je vais essayer de me montrer vraiment clair avec ça, en exposant ce qui est en train de se produire en fait. Alors bon, dans un premier temps, attendre que la population soit éveillée, non, il n'en est pas question. Effectivement, ça risque de prendre un certain temps quand même, si on devait se soumettre à cette obligation-là. En l'occurrence, il ne s'agit pas de
d'éveiller la population, ni éveiller spirituellement, ni éveiller à une idée particulière. Il faut simplement que des repères fondamentaux propres à l'ancien paradigme soient perdus par une majorité, pas tout le monde, mais une majorité sensible, c'est-à-dire un pourcentage minimum, au-delà duquel on parviendra à inverser la balance, à inverser oui, enfin, oui. Le fait d'inverser la balance, enfin disons, oui, ça donne cette image du basculement attendu. Alors, ça fait des années et des années et des années qu'on essaie des dizaines et des dizaines de méthodes pour produire cet effet, hein, parce que bon, on parle du basculement depuis, je crois, 2016. Ça fait quand même long. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors, nous sommes actuellement dans une configuration très particulière. Alors, nous avons effectivement, la main sur les médias, sur les polices et sur les armées. Les gouvernements, sans tout ça, ne sont rien. Alors, bon, les États-Unis, ça, c'est à part. Étant donné que ça représente un point focal, nous y avons implanté des choses, on y a préparé des choses de manière à ce que tout le monde puisse être témoin d'un certain nombre de choses, étant donné que ce sont comme les États-Unis qui représentent le point de mire de la planète entière. On aurait fait la même chose au Cachemire, ça aurait intéressé personne. Là, évidemment, les États-Unis, c'est pas pareil. Donc, il est évident qu'on a choisi ce pays pour y monter des opérations particulières qu'on n'a pas montées ailleurs, tout simplement. Le reste suit, tout est interconnecté. Mais bon, le point focal, c'est vraiment les États-Unis. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'y travaille moi-même. Alors, donc, nous avons effectivement la main sur les médias. Alors, les médias, ils ne s'arrêtent pas de parler, ils ne s'arrêtent pas de informer, entre guillemets. C'est vrai que c'est pas de l'information, ça, ce sont des clowneries, mais c'est fait pour. Alors, maintenant, l'ennemi a perdu absolument, je dis bien absolument 100% du contrôle qu'il détenait avant sur la civilisation. L'ennemi n'a plus rien entre les mains, mais plus rien. L'ennemi est vaincu. Alors, ça fait bizarre de dire ça parce qu'on ne voit rien en rapport. Et tout le problème est là. C'est-à-dire que, pour schématiser, l'ennemi ne contrôle plus rien, il n'est plus au pouvoir dans le monde, et les forces actuellement en route, les forces de la politocratie, n'ont pas encore les choses en main. Nous sommes dans une zone franche où il ne se passe en apparence rien, ou du moins en apparence il s'est toujours plus ou moins passé. Plus ou moins, c'est ça, le détail est important ici. Alors effectivement, si on fait attention à ce que racontent les médias officiels, on ne peut pas imaginer qu'on ait la main dessus, puisque il y a des aberrations qui continuent à sortir comme elles le faisaient avant. Et ça, en fait, ça fait partie du plan, parce que il y en a qui l'ont perçu. Hein, nous avons visionné des vidéos faites par des gens qui en concluaient que finalement tout était terminé côté cabale et que on était dans un processus de diffusion d'informations orienté dans le sens de la prise de conscience collective de l'humanité de quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais ça, on peut pas le faire de but en blanc comme le plus par droit qu'on arrache d'un coup. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Je prends toujours pour exemple emblématique le fait que certains médias se soient donc totalement ralliés à nos forces. Nous avons reçu l'ordre d'obliger les médias à s'aligner. Bon, certains l'ont fait de manière relativement spontanée, sans trop... de toute façon, eux, qu'ils obéissent à l'un ou à l'autre, à la limite, ils s'en fichent un peu. Il faut tant qu'ils obéissent à quelqu'un qui sait les tenir, ça va. Alors, parler de la liberté de la presse, ça me fait bien rire. Enfin bon, c'est un autre problème. Eh bien, qu'ont fait les gens
quand les grands médias, mais de très grands médias, hein, il y a eu des médias français, il y a eu des médias américains, bon, beaucoup, qui ont commencé à donner le ton, dire exactement ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens? Les gens avec l'esprit complètement verrouillé sur la réalité telle qu'on l'aura toujours, telle on la leur a toujours dépeinte. Eh bien, ils se sont insurgés contre le fait que des grands médias sérieux, hein, se mettent à être complotistes eux aussi, c'était inadmissible. Et ils se sont détournés de ces médias-là pour aller chercher des médias qui allaient leur dire les mêmes salades qu'ils leur ont toujours sorties. Les gens ont besoin de l'ennemi. Ils le craignent, ils ne le supportent pas, ils le rejettent, mais ils en ont tellement besoin. Et le problème, c'est que si on, sans transition, on fait passer le monde d'avant au monde d'après, personne ne l'acceptera. Les gens se mettront collectivement en résonance les uns avec les autres et créeront une masse de rejet, de refus, parce que ça ne leur paraîtra pas crédible, et ils rechercheront l'ennemi pour se rassurer. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Et bien pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin dans cette logique de divulgation des réalités, parce qu'on se serait retrouvé avec quasiment une insurrection planétaire, consciente ou inconsciente, peu importe, qui aurait fait bloc et qui aurait absolument rejeté l'ensemble des actions entreprises à vocation libératoire au bénéfice de l'humanité. Et on se serait donc retrouvé avec un socle de recherche, des références du passé, ce qui aurait naturellement appelé l'ennemi à réapparaître sous une forme ou sous une autre pour reprendre la main. Là, on est passé à côté de la catastrophe. Donc il a fallu nous réviser nos plans immédiatement, réagencer tout le processus de réinformation, parce que tant que la réinformation, on peut lui mettre l'étiquette complotiste, alors ça va, ça passe. Parce que tout fonctionne par étiquette dans ce monde. Et il faut être certain que les gens vont mettre la bonne étiquette, sinon c'est le coup d'épée dans l'eau assuré. Donc, ayant la presse en main, on reprend là où l'ennemi s'est arrêté, et on a recommencé à informer exactement comme le faisait l'ennemi, pour que rien ne change. Et à partir de ce moment-là, alors, légèrement, insensiblement au départ, on réoriente, je dirais, l'opinion publique avec les informations diffusées de manière à mettre l'évidence du ridicule que peut représenter l'ancien système qui devient bouffonnesque. Puis je ne sais pas français ça, enfin, une bouffonnerie, voilà, on va dire ça comme ça, de manière à ce que les gens se disent, mais bon sang, tout ce qu'on connaissait part en vrille, ce n'est plus sérieux, il y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Où est la véritable réalité de ce monde? Parce que si on leur présente autre chose qu'une illusion, ils n'y adhèrent pas, il faut que ce soit illusoire. Donc on leur donne des illusions, mais on les ridiculise petit à petit. Et on est obligé de faire ça extrêmement lentement pour que le mental ne soit pas choqué, qu'il soit pas ah tiens, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, on essaie de me manipuler, on essaie de faire passer quelque chose qui ne correspond pas à ce que je connais, donc je le rejette. Et c'est un travail de chaque instant. Et ça, il faut le faire absolument avec une finesse d'exécution dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Alors, le but de tout ça, et ne pas diriger les gens vers le mur comme l'ennemi le faisait, mais en direction du mur, en obliquant très légèrement, petit à petit, vers une autre direction, de manière à ce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a réorientation, jusqu'à ce qu'ils soient placés devant l'évidence ils sont passés à côté du mur, qu'ils ont failli se le prendre, que le mur s'effondre de toute façon et que derrière il y a un précipice, mais que là où on conduit l'opinion publique, il y a effectivement la seule et unique solution viable. Et cette solution inclut le fait de la destruction pure et simple de l'image
de la souveraineté que représente, et la seule solution viable pour une civilisation, que représente la démocratie. La démocratie est une aberration absolue, c'est une utopie, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné, qui ne fonctionnera jamais. Elle a été inventée par l'ennemi parce que c'est en démocratie que tous les éléments sont réunis, pouvant permettre à l'ennemi lui-même de concevoir en interne, in vivo, au cœur même de cette démocratie, les conditions d'application des dictatures les plus dures. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règle de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Tout ce qui s'est produit en termes de politique liberticide a été fomenté, monté et s'est exprimé en démocratie. Et les gens continuent à vivre avec cette idée que la démocratie est souveraine et qu'il n'y a que ça qui est souverain. Alors ils se disent, bon, effectivement, les règles démocratiques sont un peu volent en éclats. Il y a de moins en moins de liberté, sous prétexte de plus en plus de restrictions nécessaires pour la santé des gens et pour leur bien-être, bien entendu. Là, non, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour que les entreprises les plus riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Non, c'est parce que c'est important de maintenir l'équilibre. Bon, il y a des discours qui sont opposés de la part des uns et des autres, genre Jacques Attali par exemple, qui parle d'une manière absolument naturelle du fait de déshumaniser l'humanité et de faire passer en absolue priorité les intérêts du marché au mépris des gens qui ne servent à rien. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils se rendent compte que la démocratie est complètement violée, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la démocratie, soi-disant, qui permet que ça existe. Alors ils se disent, bon, si c'est comme ça, on va essayer de se mobiliser pour défaire ça et se reporter sur la démocratie, une vraie. Alors, à la limite, pourquoi pas, effectivement, mais en remettant en premier plan le principe de la démocratie, eh bien on remet tous les éléments, on remet le laboratoire à neuf pour y recréer une nouvelle dictature. Obligatoirement, on arrive à un résultat qui est toujours le même. Systématiquement le même, c'est cette dictature. À supposer que que cette démocratie soit plébiscitée éternellement, obligatoirement un jour ou l'autre en naîtra, en accouchera une dictature qui prendra définitivement le pas sur tout le reste et tout le monde sera muselé, il n'y aura plus rien à faire pour en sortir. Donc, la solution providentielle, c'est la destruction de la démocratie, de l'idée de la démocratie, de son illusion, la démystification de cette immondice qu'on vous a vendue comme étant quasiment la solution idéale. Regardez les gens qui osent, dans les médias, qui osent remettre vaguement en cause le bien fondé de la démocratie. Vous avez toute la population qui se lève pour conspuer l'auteur du sacrilège. On imagine mal quand même l'ampleur de ce phénomène-là. Donc, ce qui est en train de se produire actuellement, c'est une réorientation de la pensée collective vers le constat clair, net et précis que d'une part, le pouvoir ennemi devient complètement aberrant,
En apparence, bon, il n'existe plus, mais on peut pas dire aux gens, ah ben voilà, l'ennemi est fini, il n'existe plus, ça passerait pas. Donc il faut lui laisser penser qu'il est encore là, mais le décrédibiliser à ses yeux, puisque il a toujours fait référence, je parle de l'ennemi, toujours fait représenter la référence en termes de sérieux. Quand on est une crapule finie et qu'on massacre des gens, des animaux et tout ce qui est le vivant pour du pognon, alors on est sérieux. Sinon, on est un rigolo, on est un zozo, on est tout ce que vous voulez, un bisounours. Non, il n'y a que les crapules qui soient sérieuses. Ça, il faut déraciner ça de l'esprit des gens. Vous n'imaginez pas à quel point c'est profondément ancré. Donc, cette entreprise de décrédibilisation via les médias, elle est lente, elle est progressive, mais elle est exponentielle, et elle va permettre une prise de conscience collective. Et ensuite, il va falloir démystifier la démocratie. Obligatoirement, on ne pourra rien faire sans ça. Absolument rien. Sinon, les gens vont s'opposer massivement aux conditions de leur libération. Ce sont les gens qui alimentent l'ennemi. L'ennemi, lui, il ponctionne. Il n'alimente pas les gens, il n'alimente pas le système. Les gens alimentent le système. Et ils alimentent l'ennemi qui est le propriétaire de ce système. Son inventeur, son créateur, son preneur. Alors, l'ennemi étant des faits, il faut récupérer ce système, montrer à chacun que finalement il y a quelque chose en route, mais on ne sait pas quoi, mais enfin rien n'a changé, donc voilà. Alors le problème, c'est que dans ce cadre-là, évidemment, on a des gens qui désespèrent. Et des gens qui se suicident par désespoir. Ils sentent cette solution, ils sentent qu'elle est là, et pourtant rien ne se produit. Ah c'est que l'ennemi gagne encore. Et là, c'est le désespoir total. Malheureusement, on ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas s'opposer à ça. On a beau hurler aux oreilles des gens, enfin à partir des plans subtils, quoi, leur donner des informations contradictoires par rapport à leur crainte que l'ennemi reprenne le pas, mais rien n'y fait. Rien n'y fait. Des gens ne supportent pas l'idée ne supportent pas l'idée de l'esclavage conscient. Jusqu'à présent, chacun était esclave, mais il en était inconscient. Là, maintenant, ça devient extrêmement conscient. C'est vraiment chez une frange de plus en plus grande de population. Pour finir, tout le monde en sera conscient. Là, on pourra jouer, effectivement. Alors, non, ça va pas prendre des années, évidemment. De toute façon, nous avons une échéance au-delà de laquelle plus rien ne sera possible. Ça, nous le savons, nous l'avons pris en considération et ça se fera quand même avant. Cette échéance, c'est le 31 décembre de cette année. Après, c'est trop tard. 2022 ne pourra pas exister. Ou alors, ce sera vraiment, définitivement trop tard. On joue serré, mais on est extrêmement confiante puisque l'ennemi est défait. Par contre, il va falloir que les gens prennent conscience de ce que implique le fait que l'ennemi soit défait. C'est quand même... ça aurait été beaucoup moins difficile de défaire l'ennemi que de conduire les gens à penser autrement que l'ennemi les aura toujours conduits à penser. Ce mode de pensée est systémique. Et ça, il faut absolument le défaire. Alors, on a les moyens, hein. On utilise exactement les mêmes moyens que les moyens de l'ennemi pour mettre en place ce système de pensée. On peut le défaire de la même manière, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais il faut que ce soit extrêmement lent et qu'on parte d'un point qui est strictement équivalent à ce qu'il y avait avant, évidemment. Sinon, c'est un peu prendre le train en marche et ça ne fonctionnera pas. Alors pourquoi ne pas divulguer largement les informations? Il y a pour ça, tout simplement. C'est absolument indispensable qu'on y aille à dose homéopathique et vraiment petit à petit. Donc ça, c'est réenvisager chaque jour, à
au niveau global, pas qu'aux États-Unis, absolument partout. Et en fonction des pays, c'est différent, parce que les mentalités propres au pays existent. Chaque pays a sa mentalité, chaque langue parlée dans un pays particulier a sa mentalité particulière, et on est obligé d'adapter ça à chacun. Il y a des endroits où on est obligé de laisser faire des choses extrêmement dures, parce que les gens ne comprennent pas, ils voient pas, ils savent pas, ils voient pas le problème, enfin, alors que d'autres sont déjà dans la révolte, les autres, les premiers sont encore en train de ronfler. Et si on veut libérer tout le monde, on est bien obligé de prendre la juste mesure en fonction de cette pensée collective propre à chaque type de population. Voilà. Donc, c'est ce qui est actuellement en train de se produire. C'est ce qui est en train de se passer. Ça fonctionne à l'absolue perfection. Il faut juste le temps que ça se fasse. Là, on n'attend pas que miracle se produise, on n'attend pas de trouver un bon moyen, tout est trouvé. Mais là, il faut vraiment inclure le facteur temps à la procédure qui est en cours. Elle est extrêmement complexe parce qu'elle est déclinée en une foule de manières différentes, disons de modus operandi différents, qui sont synchrones les uns par rapport aux autres. C'est un travail démentiel. Mais ça fonctionne à merveille. Donc, nous en sommes là. Et là, vraiment, on peut pas faire autrement, ou alors c'est l'échec définitif. Oui, ça c'est de la réponse pour le coup. Waouh. 20 minutes de réponse. Mais je pense que c'est utile parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas encore du tout, effectivement, et en cercle restreint, lié à la diffusion de ces vidéos, par exemple. Il peut être quand même intéressant que l'information puisse circuler et donner un contrefort à l'espoir. L'espoir aux gens qui ne voient rien se produire de manière vraiment concrète finalement. Et c'est exactement la raison pour laquelle je souhaitais aborder ce sujet, pour justement mettre ça en avant, que il y ait des arguments qui puissent être pris en considération. Il y a des gens qui n'y croiront pas, ils vont c'est du pipeau, c'est ce qu'ils ont trouvé pour expliquer le fait qu'il se passe rien. Bon, pourquoi pas, hein. C'est comme d'habitude, c'est ce que je dis toujours. Il y a des choses qui doivent être communiquées, les gens chez qui ça résonne, ils le prendront, ils comprendront tout de suite. Ils sentiront, les autres non, tant pis, on peut pas faire mieux que ce qu'on fait, encore une fois. Mais ça devait être dit, je pense. Et je vous remercie, moi, d'avoir finalement entendu la perche et posé la question qui est vraiment au cœur de l'actualité. Donc voilà. Alors je me souviens avoir écouté un podcast ou une vidéo, je ne sais plus, il me semble que c'est la chaîne YouTube La Croix du Sud. Je ne garantis pas, je ne sais plus, je pourrais pas le certifier, mais il me semble que c'est bien eux qui ont établi, en fait, quelque part, cette conclusion sur base de leurs propres observations, disponibles à tout le monde, Et je trouvais que c'était très finement analysé, parce qu'effectivement, c'est exactement ce qui se passe. À quelques détails près. Après, les supputations ne sont pas toujours forcément exactement correspondantes à la réalité, mais enfin, disons que à plus du 3/4, c'était très finement analysé. Oui, effectivement, comprendre ce qui se passe, conformément à ça, enfin, ce que j'ai essayé de décrire, est à la portée de n'importe qui, en rassemblant les informations, en faisant 1 plus 1, il y a moyen de le comprendre, Je crois que vous avez raison, je crois que c'est la Croix du Sud qui avait fait il me semble, je crois. Enfin, je sais plus, peu importe. En tout cas, c'est une conclusion qui court sur Internet, et effectivement, j'ai été assez surprise de constater que, ces gens avaient compris la stratégie. Alors là, c'est pas mal, ça, quand même. Et voilà, c'est ça. On est dans cette configuration-là. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière. On ne pourra qu'aller en avant. Mais il faudra y aller selon les chemins prescrits et la capacité à chacun de pouvoir accepter et comprendre ce qui se passe pour pouvoir atteindre l'objectif. On est en train, ça fonctionne, on connaît comment tirer les ficelles de quels médias, où et quand et comment, avec quels arguments, etc. Et pour le reste, il y a effectivement, alors là je le confirme, il y a des centaines et des centaines de très hautes figures de l'ennemi, connues et inconnues, qui ont été arrêtées et exécutées.
Et lorsqu'on les voit se manifester, enfin on le voit dans les vidéos, des choses comme ça, des reportages, etc., c'est une intelligence artificielle qui reproduit le visage de la personne, son expression, sa voix, voilà. On a publié une vidéo podcast où on présentait cette capacité de faire reproduire les mouvements de visage d'un personnage connu ou pas, etc., lui faire dire exactement ce qu'on veut. Je ne m'en rappelle plus exactement de laquelle il s'agit, mais ça illustre cette capacité d'une IA ou d'une IA, bon, c'est un programme quoi, permettant ça et c'est utilisé. Lorsque on voit Bill Gates dire ceci, dire ça, aujourd'hui, eh bien c'est une IA. Bill Gates, parmi beaucoup d'autres, a été exécuté. Alors, dit comme ça fait un peu froid dans le dos, quand même. Beaucoup moins que son propre plan visant à l'extermination de l'humanité. Oh, peut-être contraint et forcé, mais il ne s'y est jamais opposé. Hein, donc, ben voilà. Fin d'histoire pour lui. Et vous n'avez pas peur que les gens ne croient pas du tout à cette idée? Non, ça n'a absolument qu'une espèce d'importance. De toute façon, c'est pas destiné à être... je veux dire, on ne fait rien pour faire croire aux gens que Bill Gates a été exécuté, puisque on a recours à des programmes de reconstitution faciale et vocale, etc., pour faire croire qu'il est encore en vie. C'est pas pour faire croire qu'il est mort. On se fiche de savoir si ce que je dis là maintenant, avouant qu'il a été exécuté, qu'il est mort. Si les gens n'y croient pas, tant mieux, ça n'a aucune importance. Je le dis parce qu'on en parle ici, c'est tout. Ah ben ok, parfait. Parfait comme ça. Merci Eliana pour cette réponse franchement précise. J'espère qu'elle concourra à redonner l'espoir à quelques-uns quand même. Eh bien franchement, moi aussi, de tout cœur. Bon, on va tâcher de ne pas trop s'attarder sur cette question et passer à la suite, parce que bon, il y a quand même d'autres questions qui nous attendent. Je pense que la question de Maud était importante, parce qu'il fallait vraiment s'attarder là-dessus pour essayer d'expliquer le plus correctement possible, le plus exhaustivement possible de quoi il en retournait. Bon, apparemment, les autres questions n'abordent pas un sujet aussi sensible, aussi profond, et pourront être traitées quand même plus rapidement, je pense. Alors, une autre question d'une personne anonyme qui demande ceci. Vous parlez régulièrement de l'ennemi, à la manœuvre derrière la trame de ce monde. Qu'en est-il du monde de l'art? Des artistes, des créateurs et créatrices sont-ils aussi les jouets de l'ennemi, ou bien apportent-ils un supplément d'âme? Comédiens, musiciens, plasticiens, etc. Merci d'avance de vos réponses et merci infiniment pour tout ce que vous faites. Alors, le monde de l'art, Eliana. Ah oui. Alors, concernant l'art, l'art a toujours été le résultat d'une inspiration. C'est toujours quelque chose qui est ouvert sur le monde de l'harmonie, une forme de merveilleux. Les artistes connectés à leur âme connectée à l'absolu en eux, ont laissé passer des choses extraordinaires, ont fait des merveilles. Bon, évidemment, par les temps qui ont couru récemment, les sources d'inspiration ont changé. Je prends l'exemple d'Octave Sibert. C'est un luciférien qui est mort il y a des années et des années, et qui s'était spécialisé il le disait lui-même, dans la peinture démoniaque. C'est de l'art, l'expression artistique, hein, oui. Enfin, moi j'appelle ça de l'art inversé, c'est pas de l'art, hein, c'est de l'art inversé. On peut tout inverser, on peut tout rendre mauvais, on peut tout rendre sale. C'est très facile, hein, ça, à la limite. Mais donc ça dépend de quoi on parle. Les artistes, admettons chanteurs, comédiens, ces gens-là aujourd'hui, s'ils veulent travailler, ils sont obligés de forcément signer des contrats avec potentiellement des maisons de production. Et toutes les maisons de production, surtout aux États-Unis, ça se voit vraiment férocement aux États-Unis, mais c'est un peu partout la même chanson. Les maisons de production sont étaient complètement dominées par l'ennemi. Aux États-Unis, quelqu'un qui voulait faire carrière dans la chanson, je prends cet exemple emblématique, devait signer avec une major, sinon on peut essayer sur YouTube, hein, se faire connaître, il y a des gens qui l'ont fait à la limite. Mais enfin, disons, pour vraiment l'audience, avoir
les médias derrière soi, avoir l'argent, avoir le potentiel de sensibilisation d'une frange de la population qui constituera votre figure publique. Il faut des moyens. Seul l'ennemi avait ces moyens. Donc, signer un contrat avec une major revient à signer avec l'ennemi. Et tous les artistes, sans la moindre exception depuis des décennies, ont signé un double contrat. Un contrat légal, qui est présentable devant une cour de justice, admettons, hein, s'il y a un accroc au contrat, on peut dénoncer le contrat et dire, bon voilà, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et un autre contrat qui avait valeur morale et qui était beaucoup plus important que le premier, qui était le contrat visant à vendre son âme au diable, on va dire. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la chanteuse là Katy Perry. Elle l'a publiquement annoncé, énormément l'ont fait, hein. I sold my soul to the devil. J'ai vendu mon âme au diable. J'ai essayé, ça ne marchait pas, ça prenait pas, mais j'ai vendu mon âme au diable, et toujours le lendemain, paf, succès retentissant. Voilà. Mais tous, je dis bien tous, hein, tous. Depuis des décennies, c'est ça ou rien. Et les gens n'ont pas eu envie de se contenter de rien, alors ils ont vendu leur âme au diable ou à autre chose. Mais enfin, le vendre à l'ennemi, c'est pareil, hein. Franchement, il est peut-être pas cornu, l'ennemi, mais ça le vaut. Je pense que le diable aurait peur de l'ennemi. Enfin bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, alors, ces gens ne peuvent pas être des sources d'inspiration. L'ennemi sait combien l'art est inspirant. Il le sait. Alors, les peintres ne déplacent pas les foules des rockstars. Hein, évidemment, les rockstars ça draine, hein, quand même. Les peintres, beaucoup moins. Alors, moi, à la limite, on laisse une marge de manœuvre pour le peintre. De toute façon, c'est tellement difficile de percer dans ce milieu. Mais par contre, si on veut percer, il faut quand même vendre son âme. Sinon, vous pouvez vous débrouiller pour vous-même, hein, peu importe. Mais je prends un cas emblématique, celui de Michael Jackson, par exemple. Ça, c'est un gars que, après sa mort, tout le monde s'est acharné à diaboliser. Pourquoi? Pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il était le seul de l'industrie à n'avoir jamais cédé au chant des sirènes de l'ennemi ni à ses menaces, jusqu'à ce qu'il se fasse exécuter. Il a tenu à peu près 50 ans, lorsqu'il a démarré en étant gamin, donc on va dire il a eu plus de 40 ans de carrière. Il a tenu ce temps-là face à l'ennemi. Michael Jackson était quelqu'un d'extraordinaire. Ça fait drôle de dire ça comme ça. Hein. Ça dénote du discours officiel, encore une fois, c'est toujours pareil. Donc tout dépend, hein. L'art, oui, mais dans quelles conditions, dans quelles circonstances. À partir du moment où, dans ce monde, ou ailleurs aussi, mais surtout ici, quand vous avez quelque chose de beau, d'inspirant, vous pouvez être certain que l'ennemi s'est rué dessus pour le salir, le dépraver, le pervertir, le corrompre, obligatoirement. Alors, bon, voilà, on en est là. L'art, oui, mais ça dépend quel art, ça dépend ce que les gens en font, et ça dépend à quoi les artistes sont soumis. Et on peut prendre, comment elle s'appelle, la grande copine des Clinton ils sont morts d'ailleurs, Clinton, ils sont passés, ont été exécutés, et elle aussi, Abramovich, la fameuse peintre démoniaque, elle aussi. On a vu une vidéo podcast qui a été illustrée par une photo prise d'elle à côté de Jacob Rothschild, devant une grande toile, un Satan. La toile s'appelle Satan convoquant ses légions. Bon ben voilà, ouais, c'est une artiste aussi officiellement, hein, mais sinon, si l'art est véritablement en phase avec ce qui est beau et harmonieux, alors là, évidemment, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Mais voilà, tout dépend, donc voilà, des gens et des circonstances. C'est difficile d'aborder ce genre de questions aujourd'hui, parce qu'on est tellement à mi-chemin entre deux mondes, que finalement, c'est très différent qu'on se tourne à gauche, qu'on se tourne à droite. Hein.
Donc là, En fait, il faut faire le choix de la direction dans laquelle on regarde, finalement. C'est un peu ça, hein. ben oui, tout à fait. Absolument, c'est ça. Et plus que jamais, la vie, la réalité, le présent et surtout l'avenir ne sont que des questions de choix. Choix qu'il faudra assumer, évidemment, mais de choix. Ok. Alors, nouvelle question d'un ou une anonyme. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe lors de la mort physique de notre corps? Allons-nous directement ou pas vers les colonnes de lumière? Sommes-nous accompagnés? Bref, que se passe-t-il de manière courante quand nous nous désincarnons? Merci d'avance. Alors? Ah oui, alors dans un registre complètement différent. Oui, effectivement, oui. Non, c'est très simple, hein. Lorsque le corps décline, le mental s'éteint. Euh, à partir du moment où le mental ne répond plus, l'interface de la conscience disparaît. Donc c'est la conscience elle-même qui prend le pas. Donc là, on se retrouve finalement soit hors de son corps, soit bon, un peu dedans à proximité. Mais enfin, on n'est plus, euh, on devient personnellement conscient que l'on est l'âme et non plus le corps. Ce qui est oublié à partir du moment où le mental reprend du service, si je puis dire, et réinterface la conscience. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et si le mental est là, le reste on le perçoit mal, à moins d'être sensitif, psychiste, pardon. Mais sinon, quand le mental disparaît, hop, c'est la conscience plus haute qui prend le pas. C'est toujours la conscience la plus dense qui devient la conscience ordinaire. Dans la vie quotidienne, bah, c'est forcément le mental. Mais quand lui disparaît, s'éteint ou disjoncte, enfin qu'il lui arrive quelque chose qui n'est plus actif, c'est au-dessus que ça prend le pas. Donc, dès lors que le corps meurt, qu'il n'assure plus ses fonctions vitales, là on se retrouve voilà, attaché au corps avec la corde d'argent, qui peut avoir plus ou moins de mal à se rompre. Et là on se retrouve à côté de sa tutélaire. Ah tiens, vous êtes qui? Je suis... Ah bon. Enfin voilà. Et bon, en cas de difficulté de rupture de corde d'argent, la Vierge tutélaire coupe cette corde et libère l'âme. Donc l'âme est conduite sous sa garde jusqu'à l'entrée au sas des colonnes de lumière. Et il y a à ce moment-là un temps de préparation, pardon, avant la présentation de l'âme à ce qu'on appelle le miroir de vérité, c'est-à-dire que l'âme voit, c'est un peu comme une grosse télévision, disons, où toute l'existence, tout ce qui a été vécu en conscience et inconsciemment est projeté face devant l'âme, si vous voulez, de manière à lui montrer le déroulement de son existence, là où il y a eu des erreurs, là où il y a eu de bons choix, de mauvais choix, qu'est-ce qui a influencé quoi, etc. C'est un moment très très fort, ça, parce que l'âme prend vraiment conscience, ne peut pas détourner le regard de ça, elle ne peut pas dire refuser de voir comme peut le faire la personnalité et le mental. Là, c'est vraiment, on est mis absolument face à ce qu'on a été minute après minute, quasiment chaque instant est enregistré. Et ensuite, en principe, il y a une probation en 2-3 mois, globalement. Les âmes qui sont vraiment très bien positionnées, qui sont quand même évoluées, entrent avant. Mais sinon, il y a cette probation de 3 mois, suite à laquelle, si les choses se passent de manière standard, eh bien, entre, pénètre dans les colonnes de lumière et rejoint le degré qui lui correspond par rapport à son propre degré d'évolution. Bon, finalement, ça se passe de manière très simple. Il n'y a pas, c'est beaucoup moins tortueux, difficile, que en plein âge de fer, où il n'y avait aucune guidance, aucun repère, rien. On était livré à aux lois mafieuses du coin, là où on se trouvait, avec des influences. Là, tout ça a été nettoyé et on est complètement accompagné. Donc, franchement, le décès aujourd'hui est quelque chose. Je ne veux pas dire que c'est une formalité, il faut quand même un peu. Parce qu'il y a quand même cette sensation que le corps meurt et les gens qui sont trop identifiés à leur corps ont vraiment l'impression de mourir, c'est très désagréable. Alors que les autres, pas du tout.
Hein, vous avez un vêtement qui est usé, bon ben vous l'enlevez, vous en mettez un autre. Et entre les deux, ben voilà, c'est cet épisode des colonnes de lumière. Alors il y a des hommes qui essayent aussi de se faufiler pour éviter de rentrer dans les colonnes, parce que ils ont envie de faire un peu ce qu'ils veulent, ils ont pas envie de, ils ont envie de faire l'école buissonnière. Voilà, évidemment, bon, il y a la tutélaire qui est là et qui laisse pas la situation lui échapper. Mais sinon, voilà, c'est très simplement exécuté, accompagné, et puis voilà. Il faut compter 3 mois, ça oui. Et cette présentation au miroir, ce qu'on appelle le miroir de vérité, est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet de vraiment mettre à plat les situations sans jugement, mais de manière parfaitement claire. Voilà vos points forts, voilà vos points faibles, donc les points qu'il va falloir travailler. Hop, vous allez intégrer tel étage, et puis il faudra y faire vos expériences en fonction de ce que vous avez à vivre pour mieux comprendre et pouvoir, enfin dans la perspective de pouvoir revenir parmi les incarnés. Voilà. D'accord, disons qu'on n'est plus dans une situation où la mort, hormis l'idée qu'on peut s'en faire évidemment, mais enfin disons qu'on n'est plus dans une situation qui puisse terroriser l'âme. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Oh là là, est-ce que je vais subir les flammes de l'enfer? Est-ce que je vais être jugé? Où est-ce que je vais arriver? Enfin, c'est quand même beaucoup plus serein finalement. Ah, ça oui, complètement, tout à fait. C'est un peu fait pour aussi, hein, justement. Cet encadrement, finalement, c'est une grande école, c'est une espèce de poudlard astral. Je vous garantis que c'est vraiment pas désagréable, hein. C'est au contraire. Au contraire. Il y a des gens qui ont du mal à se faire l'idée de revenir parce qu'ils sont bien là. Mais bon, c'est dans la matière et dans le plan physique et dans l'incarnation que l'âme évolue, donc on peut pas s'y soustraire trop longtemps non plus. Eh bien d'accord, merci pour ces explications. Alors il y a un petit commentaire. Merci de votre aide, de votre travail. J'ai hâte de vous rencontrer, vous et vos sœurs. Ça c'est quand même récurrent. Oui, c'est le grand classique ça. Ne vous inquiétez pas, hein. On sera vite, on sera quand même très très vite intégré au quotidien de ce monde. Ça posera plus aucun problème. Oui, bien nous avons tous hâte que ce moment arrive. Alors dernière question pour cette 22e entrevue avec une viche, question qui devrait être traitée extrêmement rapidement, parce que c'est pas la première fois qu'on la pose. La formation de type martial destinée aux femmes souhaitant rejoindre la Prakanda Selamuka, c'est un grand classique, hein, est-elle toujours d'actualité? Puis-je vous rejoindre ou est-ce déjà trop tard? On va crouler sous les demandes, je vous garantis. Ouais, mais ça fait plaisir. Alors bon, vous nous offrez 2 alternatives. Hein. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et bon, puis-je vous rejoindre ou est-ce que c'est déjà trop tard? Alors oui, c'est toujours d'actualité, ça le restera toujours. Hein. Et bon, est-ce que vous pouvez nous rejoindre ou est-ce que c'est trop tard? Eh ben, en l'occurrence, il y a une 3e solution, c'est pas encore le moment. Voilà. Alors, nous rejoindre non pas maintenant et trop tard non parce que c'est pas encore ouvert. C'est-à-dire qu'il faut quand même que nous ayons des lieux d'encadrement qui permettent de pouvoir gérer des accueils de femmes, de manière à pouvoir les intégrer correctement à la Prakanda dans mon cas. Mais oui, ça restera toujours d'actualité, ne vous en faites pas. C'est quelque chose qui sera toujours disponible, bon, sur dossier, sur appréciation, recrutement. Enfin, ce sera pas comme ça, pouf, hein. Mais oui, il n'y a aucun problème pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, à partir du moment où ce sera une possibilité concrète, où on aura, bon, ce sera le moment, tout simplement, d'ouvrir nos portes, je vous garantis que tout le monde le saura. Donc, vous ne pourrez pas ne pas être informé, et vous pourrez toujours vous adresser à l'une d'entre nous pour faire votre demande. De toute façon, vous saurez comment faire. Ne vous inquiétez pas. Il y aura une forte information à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup Eliana, nous voici déjà arrivés au terme de cette 22e entrevue. Je vous remercie pour votre présence, votre disponibilité comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient leurs questions en espérant que ces réponses les satisfassent effectivement. En tout cas, si ces entrevues vous plaisent, merci de bien vouloir les liker, ça fait toujours avancer le schmilblick au niveau de YouTube.
et de partager ces vidéos éventuellement afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier également. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Prac Andaselamuka ou à notre Major Ilialana personnellement, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle à mgt.link/questions-de-viche afin de nous les transmettre. Donc, comme d'habitude, les commentaires sont modérés mais ouverts. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit mot, poser une question éventuellement pour avoir des précisions si vous le souhaitez. Ilialana, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne semaine à ceux qui nous écoutent et je vous donne à tous rendez-vous jeudi prochain. Merci à vous, merci beaucoup. Et à jeudi alors, et que tout le monde se porte bien. On va faire comme ça. Allez, merci à tous et bye bye.